Bonjour, je m'appelle Terry Lourtis, j'ai 28 ans et j'ai survécu plusieurs fois à la mort. Mes parents en pleurent sur le canapé, je dis qu'est-ce qui se passe, il y a quelqu'un qui est mort et ma mère me dit c'est toi qui vas mourir. On me fait des prises de sang, on me fait un lavement en même temps, on me pose des cathéters un peu partout et là c'est très compliqué quoi. C'est bon? Ouais. Terry, merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Tu me contactes depuis un petit moment, j'ai vu. Oui. Ça fait plusieurs fois que tu m'as contacté, donc je suis trop content qu'on arrive enfin à faire cette émission-là. Pour donner un peu de contexte, ta vie, elle commence par une phrase dite à tes parents pendant la grossesse. Votre enfant a une maladie génétique très rare. Nous ne savons pas ce qu'il a exactement, ni s'il survivra. Exactement, ouais. Je suis né avec une maladie très très rare qui s'appelle la cytopathie mitochondriale. C'est des cellules qu'on a dans notre corps qui viennent oxygéner les organes et les muscles. Et moi, j'en ai 2 fois moins qu'une personne normale. Pendant de nombreuses années, j'ai dû être gavé chaque nuit, comme un canard en soi, pour avoir un poids à peu près fixe, parce que je ne peux pas fixer les graisses. Du coup, je suis toujours obligé un peu de faire du sport. Donc j'ai commencé le sport assez tôt. Et par exemple, si un jour tu m'emmènes manger un burger et on en mange 15, je vais perdre du poids. Mais si je fais du sport à côté, je vais prendre du poids. Comment tes parents ils ont vécu cette première phrase du médecin en vrai on sait pas ce qu'a votre enfant, on peut rien faire mais on pense qu'il survivra pas. Ma mère a arrêté de travailler à un moment donné pour me voir à l'hôpital. Je suis resté quand même 3 ans comme ça, donc ma mère pouvait me voir les après-midi, pas les matins. Et voilà, c'était quand même compliqué pour eux de tout gérer. En plus, j'ai un grand frère, donc pour pas non plus qu'il soit délaissé à côté. Donc c'est vrai que c'est une organisation assez folle à avoir d'un coup, quoi. Justement, les médecins, au début, ils comprennent pas exactement ce que t'as. Ils pensent au début à une trisomie 21 ou à un nanisme. Finalement, c'est ni l'un ni l'autre. Est-ce que tu peux me raconter ce que c'est concrètement ta maladie? Et à quel moment, en fait, on a compris ce que c'était? En France, on n'avait pas les outils adaptés pour la recherche. On m'a fait une biopsie, donc on a pris une toute petite partie de mon foie qu'on a envoyé à Philadelphie, donc aux États-Unis, pour qu'on réussisse à savoir à peu près ce que j'avais. Et c'est là qu'ils ont pu comprendre que j'avais cette cytopathie mitochondriale. Donc il n'y a pas de médicaments, c'est une maladie génétique. Donc il n'y a rien à faire et c'est rare en fait de survivre à cette maladie. À ta naissance, les médecins, ils ont dit à tes parents une phrase qui, moi, en tant que jeune père, évidemment, ça m'épouvante. On peut rien faire pour votre enfant, il est condamné, il passera pas l'hiver. S'il survit, il marchera peut-être. Oui. Je pense que c'est un peu le rôle des médecins aussi, mais un rôle compliqué de devoir toujours dire la vérité. Et là-dessus, ils ont toujours été francs avec mes parents et même moi, hein, depuis tout petit. On m'a toujours dit, écoute Terry, il faut vraiment que tu vives la vie à fond parce que on ne sait pas si tu vas passer du coup l'hiver au début, puis après on ne sait pas si tu vas dépasser les 5 ans, puis les 10 ans. Puis on a vu qu'au fur et à mesure, je réussissais en fait à me renforcer, que ça partait plutôt dans le positif, quoi. Mais c'est vrai qu'au début, c'était assez chaotique. Donc de tes 0 à 11 mois, t'es obligé de rester à l'hôpital? C'est ça. Je crois qu'on t'appelle l'oisillon, c'est ça? Parce que t'es tout ça, petit. En fait, je suis tellement petit, tellement maigre. Je suis né, je faisais 1,5 kg à peu près, et je suis descendu à 750 grammes. Et c'est à 11 mois que tu passes en garde alternée avec ta famille. Donc en fait, la semaine, tu la passes à l'hôpital. Et là, tu as le droit le week-end d'être chez tes parents. En soi, mes parents devenaient un peu mes infirmiers aussi du week-end. Parce qu'ils devaient apprendre à me mettre ma sonde nasogastrique. Donc c'est une sonde qui va du nez jusqu'à l'estomac qui passe par la gorge. Les souvenirs que j'ai de mon fils de ses 11 premiers mois, j'ai arrêté de travailler, donc j'ai passé 100% de mon temps avec lui, il était que avec moi. Et donc je vois toutes les étapes qu'il y a dans les 11 premiers mois d'un enfant, des premiers pas, des premiers rires, des premiers sourires, etc. Est-ce que tes parents, ils ont pu vivre ça avec toi ou en fait c'était plus les infirmières qui vivaient ça avec toi? Je pense qu'ils ont pu le voir aussi, mais pas peut-être directement. Je sais que quand j'ai appris à marcher du coup à l'hôpital, je faisais beaucoup de baby-trot dans les couloirs, etc. Et ils me perdaient souvent parce que j'allais tout le temps partout. J'étais un peu une pile électrique à l'époque. Et du coup, ils ont quand même eu certaines choses. Mais par exemple, j'ai pas de vidéo de moi quand je suis petit ou bébé. J'ai pas de photo de moi. À ce moment, t'es nourri par une machine de gavage. Ouais. Ça dure 14 ans. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ça consiste concrètement? Alors, je vais t'expliquer un peu tout le processus. Donc cette sonde, tu dois la changer à peu près toutes les semaines.
Je l'ai tout le temps donc dans le nez, etc. Donc c'est une sonde qui va quand même, comme je te l'ai dit, du nez jusqu'à l'estomac. À partir de 20h, 19h30, fallait me brancher à cette machine. Donc c'est une machine qui fait tourner le lait, c'est donc un lait spécial de gavage qui allait du coup m'alimenter toute la nuit. Tous les matins, après vers 6-7 heures, on me débranchait et puis après j'allais prendre mon petit déjeuner en plus pour essayer d'avoir un poids stable et puis entre guillemets survivre en soi. Tu gardes quoi comme souvenir de cette sonde? J'en garde quand même un bon souvenir parce que ça m'a appris à gérer le regard des gens. On est dans une société où on a toujours peur du regard de l'autre et moi depuis tout petit on me regarde. Et c'était plus soit de la pitié, soit de l'effroi. Je me rappelle à un moment donné, j'étais à Leclerc et je parlais avec un gamin, on avait les démos de PS2 et tout et j'étais trop content, il y avait un jeu que je voulais trop et tout dans la démo. Le petit garçon est à côté de moi et tout et d'un coup sa mère lui prend le bras et lui dit « Ah non, ne l'approche pas, il est peut-être malade, il a peut-être le sida, etc. » et tout. Et non, j'ai juste une sonde. C'est fou que la méconnaissance et la méchanceté viennent d'un parent en plus d'un adulte et pas d'un enfant qui est dans la méconnaissance. Exactement. Après, j'en veux pas à cette dame-là parce que je peux comprendre. Il n'y avait pas tous les médias qu'on a aujourd'hui aussi, donc de l'inconnaissance. À 2 ans et demi, tes parents, ils se battent pour que tu rentres dans une école normale. Et à ce moment-là, il n'y a aucune école qui veut prendre le risque à cause de ta sonde, c'est ça, ouais. Je viens de la région parisienne, de base, je viens du 95. Personne ne me veut, c'est compliqué. Ils me disent, bah non, il a une sonde, faut qu'il aille dans un centre spécialisé avec tout ce qui est un peu trisomie ou autisme, etc. Donc mes parents, ils ont dit, non, notre fils ira dans une école normale. Donc c'est pour ça qu'on a déménagé dans l'Allier, vu que dans les campagnes, les écoles, malheureusement, ont du mal à trouver des élèves. Moi, ils m'ont accepté directement. Quand tes parents sont obligés de déménager pour que tu sois accepté dans une école normale, c'est parce qu'on est aussi avant la loi 2005. Oui, pardon, ouais. C'est vrai. Qui aujourd'hui, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui vont réagir en disant c'est pas normal, etc. Mais en 2005, en effet, il y a une loi qui passe qui interdit de refuser un enfant en raison de son handicap. Et là, on est avant 2005. Donc en fait, dans la loi, il n'y avait pas du tout ça. Du coup, on était en 99 à cette époque. Ça permet aussi à l'enfant de grandir avec quelqu'un qui a un handicap et je pense que pour plus tard, ça permet aussi de moins appréhender, d'avoir un contact avec quelqu'un d'handicapé. Comment ça se passe socialement, cette arrivée à l'école? Alors, la première chose, c'est les enfants, ils ont un peu peur, c'est notre première classe aussi, ils n'ont plus les parents. La maîtresse, du coup, me demande de venir devant la classe et leur explique que qui je suis, donc Terry, et il a une particularité en plus. Mais cette particularité en plus, il faut que vous le protégiez. Et du coup, je suis passé du petit monstre, entre guillemets, à pas trop approcher, à il faut protéger Terry et tout. C'était un peu un jeu en soi. Et tout le monde était tout le temps autour de moi, etc., à faire attention à moi. Est-ce qu'en tant qu'enfant, tu sentais que tu avais une différence? Je le sentais, mais je me suis dit que, j'ai une différence, mais ce sera pas une différence vers le bas, mais plus vers le haut. À me dire que faut que je travaille 2 fois plus qu'une personne normale, il faut que je me batte 2 fois plus pour faire du sport. C'est pour ça que mes parents m'ont inscrit au tennis aussi pour avoir un assez bon mental de combattant. Ça m'a permis aussi de me dépasser en me disant je suis en train de jouer contre quelqu'un, je suis en train de gagner contre quelqu'un qui n'a pas d'handicap ou qui n'a pas subi quelque chose. Donc ça veut dire que je peux être aussi fort qu'une personne normale. En fait, très vite, tu te rends compte que t'es un vrai message d'espoir et que t'es un miraculé. Je pense notamment à un moment où tu participes à une réunion d'une association, justement, sur ta maladie, et où en fait, t'es quasiment le seul enfant. Et il y a beaucoup d'adultes qui, eux, ont perdu leur enfant de cette maladie et qui te voient comme un message d'espoir sur le fait que on peut survivre à cette maladie. La personne qui m'a fait monter sur l'estrade m'a dit mais vous voyez on peut survivre à ça, il y a de la possibilité, Terry en est la preuve. Et là je vois plein de parents pleurer devant moi, j'ai 8-9 ans à peu près, et c'est vrai que ça peut être un choc à recevoir en voyant ça. Parce que toi, est-ce qu'à ce moment-là tu sais que t'es un miraculé ou en fait juste tu fais ta vie? Non, moi je fais ma vie, après j'ai plus pris conscience ces dernières années que je suis vraiment passé à côté de quelque chose, parce qu'en fait moi je vivais ma vie, on me demande de survivre, je survis quoi, je vis au jour le jour. Si j'ai envie de m'amuser pour faire quelque chose ou un test, je le fais, et puis parce que peut-être que demain je serai pas là. Donc tu grandis de manière assez normale finalement. Déjà pour un bébé qui devait pas passer l'hiver,
tu t'en sors plutôt bien. Ça va, ouais. Et tu continues à faire des examens assez réguliers, parce que ta maladie, elle attaque aussi notamment ton foie. C'est ça. Et à 13 ans, t'as un examen du foie qui se passe pas réellement comme d'habitude. Ah non, qui se passe pas du tout comme d'habitude. Chaque année, donc je passais souvent moi mes vacances à l'hôpital. À l'âge de 13 ans, je fais une IRM. D'habitude, une IRM, ça dure 20 minutes, et là, ça a duré 2 heures. À force de côtoyer les hôpitaux, je sais que c'est pas bon, quoi. Je m'en rappellerai toujours. Je revenais d'un cours de sciences, c'était en 5e, et j'arrive et tout, mes parents en pleurs sur le canapé et tout. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui est mort. Et ma mère me dit, c'est toi qui vas mourir. Et j'ai dit, comment ça, je vais mourir? Et ils me font, t'as un cancer du foie. Et là, c'est très compliqué, quoi. Je leur ai dit, mais non, c'est bon, vous inquiétez pas. On en a vu d'autres. Je vais réussir à le vaincre, ce cancer, il n'y a aucun souci, quoi. Donc à 13 ans, tu entames justement toutes les démarches pour vaincre ce cancer du foie. Comment ça se passe? Alors, on me fait une toute première opération en juin 2010. Opération très douloureuse parce qu'on me fait une ablation du foie. Vu que moi, mon cancer était en plein centre, ils ont coupé en espérant que mon cancer parte, mais ça n'a pas été le cas. En fait, très rapidement, on voit que mon cancer revient x2. Ils me demandent, est-ce que tu veux continuer à te battre ou est-ce que tu veux arrêter? Et je leur dis, moi, je suis né. On m'a toujours dit que j'allais mourir jeune. C'est pas aujourd'hui parce que j'ai un cancer et là que ça va pas fonctionner que je vais baisser les bras. Donc, bien sûr que je veux qu'on continue. Donc, ils m'ont proposé la greffe, donc une transplantation hépatique. Et pour ça, je pouvais pas avoir un donneur vivant. Donc, ça pouvait pas être mes parents, ma famille. Je devais attendre que quelqu'un décède pour ça. Quand les médecins ils te proposent la greffe du foie, il y a une phrase qui te reste et qui t'énerve. C'est tu dois attendre qu'une personne décède pour avoir un organe, une vie pour une autre. J'ai jamais voulu en fait que quelqu'un meure pour moi, même si je sais que c'est pas moi avec mon Death Note, tu vois, qui est en train d'écrire un nom dedans. Je me rappellerai toujours, j'ai un ami qui s'appelle Valentin, on marchait, et il me dit, mais si jamais tu reçois pas la greffe, qu'est-ce qui se passe? Et je lui dis, je meurs, quoi. Il n'y a pas d'autre solution. Et en fait, j'ai vu que moi, dans mes mots, je prenais ça un peu, pas à la légère, mais voilà, j'acceptais. Mais sans prendre conscience que mes potes, en fait, étaient pas prêts à ça, qu'on est tous adolescents, on a tous 13-14 ans à cette époque. On n'est pas normalement confrontés à la mort aussi jeune, quoi. Est-ce que toi, à cette période-là, donc t'as 13-14 ans, ça te donne un rapport à la mort différent? Oui, complètement. C'est assez intéressant comme question, parce que plus je vieillis, tu vois, plus j'ai peur de la mort. Pourtant, je suis passé dans des situations vraiment compliquées. Mais à cet âge-là, en fait, je me disais, écoute, si je dois mourir et peut-être aller au paradis ou peut-être l'enfer, j'irai. Et puis, au moins, je saurai ce qu'il y a après. Je suis content, en fait, d'avoir vécu ça jeune. Parce qu'au moins, aujourd'hui, je peux être content de manger du chocolat, de partir en voyage, etc. Parce que moi, je savoure mieux la vie. Comment tu apprends que ça y est, il y a un donneur, je sais pas si on peut dire un donneur. C'est ça, un donneur, exactement. Et que tu vas pouvoir accéder à la greffe. Moi, j'étais en liste de super urgence. Donc ça, la liste de super urgence, c'est souvent pour les enfants. T'es la priorité absolue. Je suis la priorité absolue, mais on est 10 dans cette liste-là. Quand t'es en attente de greffe, c'est en attente de greffe en France. On est 10 sur cette liste-là, et nous, chaque semaine, le premier va être deuxième, puis troisième, puis quatrième, etc. Du coup, quand on m'appelle, moi, j'étais pas le top 1, normalement. Je devais être le top 3, top 4. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tu dois pas être malade quand on t'appelle. Si t'as un moindre rhume, maux de ventre ou autre, c'est annulé. Là, j'étais en période d'hiver. Je préparais le cross du collège parce que j'adore faire la course, etc. Enfin, courir et tout. Ils ont appelé mes parents. Ma mère est là dans le couloir avec mon frère. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me fait, faut aller à l'hôpital. Moi, je dis, ok, faut aller à l'hôpital. C'est sur mon père qui s'est foulé la cheville ou pas, que j'avais même pas conscience que c'était pour moi. Et mon frère me fait, mais t'es con, quoi, c'est pour toi. Enfin, prépare-toi, là, c'est bon, on y va. Là, on appelle le taxi, faut y aller, quoi. Et ce qu'il faut savoir, c'est quand on t'appelle pour la greffe, t'as 4 heures pour aller à l'hôpital. Pas une minute de plus. Vous étiez à combien de temps de l'hôpital? 3h50. Waouh, ah oui, c'est maintenant. C'est maintenant, voilà. Et on appelle du coup le taxi parce que mes parents ne veulent pas m'amener. Parce que t'imagines dans le stress, mon père va bombarder et c'est là qu'on peut créer un accident, surtout un 31 décembre. Je pars avec le taxi, sauf que mon taxi ne connaît pas Paris. Il a jamais été en région parisienne. Donc il se perd pour aller à l'hôpital. Et il voulait pas mettre son GPS.
Et on a réussi à arriver, mais je suis arrivé en retard. Mais t'arrives et l'opération est quand même possible. L'opération est quand même possible. Parce qu'ils savent aussi qui je suis, etc. Je suis, entre guillemets, un peu connu dans l'hôpital. Ils m'ont vu grandir. Donc, ils savent que, 5-10 minutes de plus, c'est pas grave, quoi. Donc là, on me fait une batterie d'examens. Et on me met le gaz pour pas que je sente tout, parce qu'on me fait des prises de sang, on me fait un lavement en même temps. On me pose des cathéters un peu partout. Parce que, on me prépare et pour voir surtout, en fait, si j'ai pas un virus en moi avant. Et j'ai eu beaucoup de chance que 2 semaines avant, j'étais malade. Waouh. Donc c'est là où tu vois, on peut dire que j'ai pas eu une vie facile, mais je suis beaucoup chanceux aussi. Oui, parce que ça, c'est pour le coup un timing qui fait que peut-être tu serais pas là aujourd'hui. Ah non, clairement, parce que quand on m'a appelé pour ma greffe, il me restait à peu près 3-4 mois. Combien de temps elle dure l'opération? Elle dure très longtemps. Elle dure 13h38. C'est plus long que la version longue du Seigneur des Anneaux. Ouais. Donc ouais, non, c'est très très long. Long pour mes parents parce que moi je dors en soi. Quand on te greffe, tu sais quand tu t'endors, mais tu sais pas quand est-ce que tu vas te réveiller. Plus tu vas te réveiller rapidement, plus ça veut dire que ton greffon est en osmose avec ton corps. Il est en symbiose. Lors de ma première opération, on m'a réveillé en me cognant dans un mur. Ça m'a réveillé et là pareil. Ils font un mauvais virage, ils me cognent dans le mur. Avec le chariot, je sens que je peux pas respirer. Je touche ma bouche et tout et je m'extube. Chose à ne pas faire parce que tu peux défoncer les cordes vocales, mais j'avais besoin de respirer et tout. Il dit mais il est en train de s'extuber, etc. et tout, donc il me sédate un petit peu pour qu'il me retire. Et mes parents, à mon premier réveil, ils ne croyaient pas mon chirurgien. Je suis quelqu'un d'assez blagueur et tout. Il me dit oui, il dit des blagues, il y a pas de souci, il est bien réveillé. Et mes parents ils disent mais comment ça se fait? Enfin, on m'a dit qu'il serait peut-être dans le coma, etc. Et non, ça a été directement, quoi. Ça y est, t'es passé, la greffe se passe bien, sauf que nouveau rebondissement. Un jour plus tard, je vois en fait que je peux plus bouger les jambes. J'appelle un infirmier en lui disant bah écoute, je sens pas mes jambes, c'est normal et tout. Il me fait ah non, une là, quand je fais ça tu sens? Je dis non, je sens pas. Donc il appelle d'autres infirmiers, qui appellent d'autres infirmiers, qui appellent le chirurgien. J'ai mon chirurgien du coup qui a le bras en écharpe. Et je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes tombé dans la baignoire ce matin et tout? Il me fait, non, c'est en retirant ton foie où je me suis déboîté l'épaule. Est-ce que du coup, c'est ça qui potentiellement a pu créer une paralysie? C'est, alors, entre guillemets, ça, quand on te fait une opération, on te sangle. Parce que tu dois pas bouger d'1 millimètre. En fait, on te sangle là, on te sangle par là aussi et les jambes. En fait, ils m'ont écrabouillé mes nerfs pendant l'opération et ils m'ont cassé le coccyx en 2 aussi. Waouh. Donc quand je suis réveillé, j'avais le coccyx cassé en 2, les jambes qui ne répondaient plus, j'avais de l'acide dans les poumons, donc je pouvais pas respirer normalement. Si je me penchais un petit peu à gauche, c'est comme si je me noyais. Les médecins disent qu'il y a 5% de chances que tu remarches un jour. C'est ça, alors le test a été horrible. On nous place des électrodes dans les jambes, on fait souvent ça à des militaires quand ils reviennent de guerre. Ils nous envoient des grandes décharges pour voir s'il y a de la réponse. Et je me rappelle, ça pue vraiment le cochon grillé dedans, quoi, dans la pièce. Mes parents n'ont pas pu assister tellement que ça allait être violent. Du coup, tu te retrouves en fauteuil roulant? C'est ça, ouais. Alors, comment tu vis ça? Le fauteuil roulant, assez compliqué. Comme tu l'as dit, avant, on me dit que j'ai que 5% de chance de marcher. Et moi, je leur dis, écoutez, 5%, c'est mieux que 4, quoi. Donc, on y va, quoi, c'est pas grave. Au moment où t'es rentré pour faire ta greffe, tu le disais tout à l'heure, t'étais en train de t'entraîner pour une course du collège. Oui. Donc, déjà, on t'annonce que ça, c'est mort. La course, clairement, ouais. C'est impossible. Toi, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu te dis, allez, 5%, c'est le pourcentage dont j'ai besoin pour remarcher et pourquoi pas même me remettre à courir? Des fois, je peux être très têtu. Et quand on me dit quelque chose que je suis sûr que je peux faire, j'y vais, quoi. Coûte que coûte. Du coup, j'ai demandé de la kinésithérapie. Elle venait à peu près tous les jours à me faire fonctionner un peu mes jambes, les bouger, à me donner des exercices que je pouvais faire à peu près. Parce que aussi ma mobilité par rapport à mes cicatrices, je peux pas trop bouger non plus. Plus le poumon qui est plein d'acide, donc je peux pas respirer. Donc je dois aussi réapprendre à respirer. Donc en soi, c'est une toute nouvelle, c'est une renaissance. Petit à petit, je commence à sentir le petit doigt de pied qui commence à arriver. Et encore, c'est pas moi qui l'a vu en premièrement, si je me souviens bien, c'est ma kiné qui l'a vu. Mais par contre, c'est très douloureux. Je sais pas si tu as déjà reçu une décharge électrique, si tu as touché une barrière, tu sais, de bovin et tout. Oui. Et ça, je le ressentais dans mes jambes toutes les 5 secondes à peu près. C'était dû à quoi? C'est en fait, les nerfs, c'est des canaux électriques dans notre corps. Et c'est ça, en fait, ça se reconnectait à mon cerveau.
Et ça m'envoyait des informations pour dire il y a quelque chose, mais voilà, c'est très très douloureux. Est-ce qu'à ce moment-là, tu regagnes petit à petit de l'espoir en te disant « Ah mais en fait, je vais pouvoir remarcher », voire peut-être même me remettre au tennis? Ah oui, clairement. J'ai eu beaucoup de chance parce que ma rémission a été très rapide. Moi, on m'avait dit tu vas rester 3 mois à l'hôpital, tu peux plus bouger et tout, et au bout d'1 mois, je suis sorti, quoi. Petit à petit, j'ai commencé à marcher dans ma campagne, je marchais 100 mètres, puis après je revenais 200 mètres, puis après je me suis dit, allez, on va commencer à courir, mais mollo. Puis petit à petit, c'est revenu, et puis au bout de 6 mois, je rejoue au tennis. Et franchement, rien que d'entendre le son de la balle quand on est vraiment fan d'un sport, j'avais limite les larmes aux yeux. J'étais très pudique à l'époque et je pleurais pas. Mais c'était une émotion grandiose, quoi. Et surtout, t'es encore dans les temps pour pouvoir participer à cette fameuse course du collège. Ouais, mais de l'année d'après, par contre. Ouais, de l'année d'après. Et donc là, tu te dis, allez, on y retourne. C'est ça, on y retourne, let's go, j'essaye. Je me rappellerai toujours de cette course, je commence à me préparer et tout. Au début, tac, je commence à courir et je dérape. Mais je m'étale de tout mon long parce que je marche sur mon lacet. Je dis super, tu te prépares pendant des mois et la seule chose à faire avec des chaussures, c'est bien les lacer. Le faux départ. Voilà, le faux départ dans toute sa splendeur. Puis je dis, allez, c'est bon, c'est pas grave et tout, on y retourne et je commence à courir, sprinter, etc. et tout, on fait des tours. Et je dis, mais putain, il est où le premier, quoi, je comprends pas. Donc je remets les gaz et tout, je commence à être fatigué. Si je me souviens bien, on devait courir une 20aine de minutes. Et on devait faire le maximum de tours. Et j'arrive et tout, je dis, il a dû aller plus rapide que moi, quoi. En soi, c'est pas grave, quoi. On fait les annonces petit à petit des vainqueurs, puis là, j'apprends que je suis vainqueur du coup du cross. 1 an avant, t'étais en fauteuil roulant et les médecins disaient que t'avais 5% de chance de marcher. C'est ça. Mais alors que, comme quoi, voilà, il faut écouter les médecins, bien sûr, c'est important, mais le mental fait beaucoup. Le mental m'a beaucoup aidé là-dessus, mes parents, mon frère, toute ma famille et mes amis. Là, on arrive fin collège et il y a une thématique du coup qui commence à rentrer en toi dans tes pensées, c'est est-ce que tu vas avoir le droit à l'amour un jour? Exactement, ouais. Exactement. Donc c'est vrai que j'ai eu des débuts un peu chaotiques parce que je pense que j'avais pas aussi les mœurs, parce que j'ai toujours eu un décalage là-dessus. Là, on arrive à un stade où t'as 14 ans, t'as surmonté des trucs incroyables. Est-ce que t'as l'impression que sortir avec une fille, c'est plus insurmontable que tout ça? En vrai, ouais. Pour moi, c'était en fait parce que j'ai pas le contrôle. Alors que mon corps, voilà, je le connais, je connais ma maladie et tout, je sais comment gérer. Est-ce qu'au lycée, ça va mieux avec les filles? Non. Faudra attendre plus tard. Ouais, faudra attendre plus tard. Alors, j'ai eu des amourettes, bien sûr, mais c'est des amourettes vraiment d'une semaine, et puis d'un coup, ça casse. Ce qui était le plus drôle en soi, c'est que j'essaie en fait de me cacher, de dire, je suis quelqu'un avec une vie normale, ok, j'ai peut-être un passif, mais je voulais pas le montrer en fait à mes camarades. Je voulais pas qu'ils sachent, qu'ils m'aiment en fait par mon histoire. Je voulais qu'ils m'aiment pour qui je suis. J'ai jamais réellement senti un nouveau regard, à part quand j'ai fait une conférence sur le don d'organes au lycée, où là j'ai compris en fait que le regard des filles avait un peu changé, en me disant en fait il sort du lot, donc on s'intéresse un peu à lui. Ah, tu sentais que finalement cette différence devenait plutôt une force positive. Ouais, plutôt une force. Quel âge t'as aujourd'hui? J'ai 28 et je vais sur mes 29 cette année. Est-ce que à presque 30 ans, attention, ça approche. Un grand pas. Est-ce qu'à presque 30 ans, tes ennuis de santé, ils sont complètement mis de côté ou ça reste un combat quand même? Non, faut que je fasse quand même attention à certaines choses. Je pense qu'aujourd'hui, je suis sorti d'affaire. Je sais qu'un jour, mon greffon peut mourir aussi. C'est pour ça que c'est important de prendre mes médicaments à heure régulière, etc. De pas boire beaucoup d'alcool, je peux en boire, mais voilà, faire attention, avoir une bonne hygiène de vie en soi. Toi, le bébé qui devait pas passer l'hiver et qui a presque 30 ans est en face de moi et qui a sûrement une meilleure forme physique que moi, quel message tu voudrais donner aux gens qui vont regarder cette vidéo? Tout d'abord, je peux comprendre que parfois on broie du noir, on broie tout noir, moi aussi, je veux pas faire le mec qui est tout le temps happy, je peux être dans le bad aussi. Savoir se poser, même juste 5 secondes, et se dire, je vais bien, ce matin j'ai pris une douche chaude, j'ai mangé chaud, tout va bien. Toi aujourd'hui, tu dirais que tu vas bien? Oui. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour la conférence. Je trouve que c'est très très inspirant, que ce soit pour toi, mais on aurait pu recevoir tes parents aussi. Enfin, toute ta famille a un son de cloche et une vision aussi de tout ça. Et je trouve que vous êtes tous des battants. Merci beaucoup Ben, en tout cas de m'avoir
accueilli ici et invité. C'était un plaisir. C'était un plaisir partagé.